Le football français en deuil, Omar Sanoun est mort, crise cardiaque, à 24 ans. Téhéran, affrontement entre étudiants marxistes et islamiques, plusieurs victimes. Nixon à Antenne 2, l'Occident doit réagir au bluff soviétique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mort d'un footballeur, quand on a 25 ans à peine et que l'on meurt sur un terrain d'une crise cardiaque, chacun se pose toujours beaucoup de questions. La disparition prématurée d'Omar Sanoun, international de l'équipe de France, ancienne valeur sûre du Football Club de Nantes, qui vient de s'envoler ce soir pour Valence, et jusqu'à cet après-midi, joueur au Girondins de Bordeaux, a interloqué tous les milieux sportifs. Ce n'était pas pendant un match, mais pendant une petite séance anodine d'entraînement. Thierry Roland. Vendredi dernier, Bordeaux recevait Brest, et personne ne pouvait alors imaginer que le but égalisateur réussi par les Girondins allait être le dernier but marqué par Omar Sanoun. Omar Sanoun, qui n'avait pas 25 ans, est mort ce matin au cours de l'entraînement des Girondins de Bordeaux d'une crise cardiaque. Fils d'un harki, il était né le 28 août 1955 à Guérouma en Algérie. Il avait gravi tous les échelons à Nantes, où il joua 6 ans, de 73 à 79, avant de signer en juin dernier aux Girondins de Bordeaux. Déjà, en août 77, à l'occasion du premier rassemblement de l'équipe de France avant un match contre Hambourg, Sanoun avait été victime d'un accident cardiaque. Il devait arrêter toute activité sportive pendant 6 mois, avant de reprendre l'entraînement sous contrôle médical. J'y crois, j'espère redémarrer. Je ne ressens plus rien, je n'ai aucun problème. Je crois que sur le terrain, à l'entraînement, je le prouve et il faut que je continue à travailler plus que les autres parce que j'en ai plus besoin. Et j'espère qu'on retrouvera Omar Sanoun de l'an dernier. Comme tout sportif et un certain nombre de sportifs de haut niveau, et en particulier de footballeurs, Omar Sanoun était suivi au laboratoire et par le médecin de son club. Il avait eu un malaise, vous vous en souvenez, qui avait été décrit dans la presse en équipe de France. Au retour de ce stage en équipe de France, il avait été arrêté quelques semaines. Puis, en accord avec son médecin de club, il avait été autorisé à reprendre l'activité et la compétition. Et il a continué à ce moment-là à jouer en première division et en troisième division jusqu'au mois de juin 1979. Nous l'avions, nous, à cette époque, déclaré apte au jeu. Habituellement, tous les athlètes ont un électrocardiogramme de repos, ont quelques petits tests d'effort avec surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Et tous les sportifs de haut niveau ont également une épreuve d'effort plus sophistiquée, plus intense, avec bien sûr une surveillance continue de la fréquence cardiaque et de l'électrocardiogramme. Ce qui permet de déceler à la moindre anomalie le moindre petit problème et à ce moment-là limiter l'activité physique. C'est habituellement ce que nous faisons pour les sportifs de haut niveau. Deuxième coup de projecteur sur l'actualité sportive ce soir, Lausanne avec le début des travaux de la commission exécutive du comité international olympique. Début pour le moins morose et pessimiste. Ce n'est pas seulement l'avenir des Jeux de Moscou qui va se jouer à l'issue d'une gigantesque partie de dés, mais l'avenir des Jeux olympiques tout court. Lausanne, Jean Marquet. Ma première impression est que les membres du Comité olympique international vont chercher tous les moyens de maintenir les Jeux olympiques à Moscou en juillet prochain. Après la décision américaine de boycottage, la tendance paraît être à l'engagement individuel d'athlètes avec ou sans les fédérations. Le Comité olympique international et les fédérations internationales se réunissent demain à ce sujet. Resterait bien sûr à déterminer les critères de sélection. Mais si ce principe était admis, il imposerait une modification des règles du CIO et la convocation d'une session extraordinaire serait vraisemblablement nécessaire. Madame Monique Berliou, directeur du CIO, n'a pas été très explicite à ce sujet aujourd'hui. Quant au président du Comité olympique international, Lord Killanin, muet depuis l'Expléside mais pas inactif, a tenu à préciser Madame Berliou, sa conférence de presse est attendue pour mercredi en fin d'après-midi. Rien jusqu'à présent n'a filtré de ces éventuelles propositions. Eh bien, en attendant, ici, on fait comme si la plupart des pays devaient participer.
Deuxième gros dossier de l'actualité, l'Iran, avec des développements que nous aurons peut-être dans le courant de ce journal. Sur ce gros titre, 11 morts à l'université de Téhéran. C'est un chiffre qui n'est pas officiel, qui n'est pas confirmé, mais qui vous dit assez bien l'intensité des affrontements qui ont eu pour théâtre cet après-midi l'université de Téhéran. Ce sont les membres des partis de gauche qui se sont violemment heurtés aux gardiens de la révolution et à des extrémistes religieux. Tout à l'heure, plusieurs dizaines de milliers de personnes convergeaient vers la résidence de l'imam Khomeini, qui doit prendre la parole dans quelques minutes. Le moment est grave, en effet, pour l'Iran, et peut-être recevons-nous des images par un flash spécial vers 8h15. L'Iran, dont les responsables ont gardé toute la journée un œil sur Luxembourg, c'est là en effet que les 9 Européens se sont réunis pour décider oui ou non d'apporter leur soutien à la condamnation américaine et au besoin aux sanctions de Washington. Les Japonais sont venus à Luxembourg pour donner encore un petit peu plus de poids à les décisions des Européens en déclarant qu'ils étaient prêts à s'aligner sur la décision des 9. Luxembourg, Georges Bortoli. Prendre ou ne pas prendre des sanctions contre l'Iran, c'est la question qui se pose ici ce soir au ministre des Affaires étrangères des 9, et c'est une question grave, une question délicate. En effet, si les Européens ne s'associent pas aux sanctions contre l'Iran, on pensera qu'ils ne sont pas suffisamment solidaires des Américains, et ça dans une affaire où les Américains ont indiscutablement le droit pour eux, puisque leurs otages sont retenus depuis maintenant 170 jours. Mais si en revanche, les Européens prennent des sanctions, s'associent aux sanctions américaines, est-ce que ça ne va pas risquer d'envenimer encore la situation dans une région du monde où elle est déjà terriblement explosive? C'est pour ça que les Européens doivent calculer très juste, très serré, leur marge de manœuvre est terriblement étroite. Alors, s'ils décident de mettre au point un calendrier de sanctions, disons, il faudra encore voir quel type de sanctions. Est-ce que ce sera simplement des sanctions politiques, c'est-à-dire un petit peu de principe, comme la diminution des représentations diplomatiques, ou bien est-ce qu'on prendra des sanctions concrètes, c'est-à-dire économiques? Ceci est encore une deuxième question et également une question délicate. En attendant, l'Iran a d'ores et déjà arrêté ses chargements de pétrole à destination du Japon. Et quant à la position française, je vous signale que Jean-François Poncet, le ministre français des Affaires étrangères, sera demain l'invité de ce journal de 20h. Chez les Américains, l'opinion commence à gronder à la veille des importantes primaires de Pennsylvanie. Un spécialiste de la CIA commence à dire que les États-Unis ont toujours les moyens de lancer un raid surprise sur l'ambassade américaine de Téhéran. Et la voix de Richard Nixon se fait entendre un peu plus fort. Richard Nixon, qui vous le savez, a gardé, c'est comme ça, plus de crédit en France qu'aux États-Unis. De là l'intérêt particulier suscité par Antenne de Midi, dont il était tout à l'heure la vedette. Richard Nixon qui démonte tout d'abord, dans la série d'extraits que nous allons rediffuser, la conception que les Soviétiques ont de la détente. Mais pour les leaders soviétiques, ils conçoivent la détente seulement comme étant un moyen qui leur permet d'éviter la guerre nucléaire. Simultanément, ils pensent que s'ils peuvent continuer, et ils vont le faire d'ailleurs, s'ils peuvent continuer à un niveau non nucléaire, à s'étendre, à tenter de propager le communisme de par le monde, ils le feront. Dans mes entretiens avec les Chinois et avec les Soviets, ils n'ont jamais caché la chose. Ils m'ont dit ceci: écoutez, nous allons attention, ils n'ont jamais dit, vous savez, on va prendre Cuba la semaine prochaine, ils l'avaient déjà prise d'ailleurs, ou nous avons l'intention de nous emparer de telle partie de l'Afrique, de telle partie de l'Amérique latine. Non, bien sûr. Mais au cours des débats, ils ont dit à de nombreuses reprises qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner leur désir de domination mondiale. Les leaders soviétiques ne sont pas fous. Ils ne veulent pas d'une guerre nucléaire. Ils ne veulent pas risquer la discussion que cela pourrait provoquer, même avec la puissance qui est la leur. Mais ils veulent le monde sans guerre. C'est cela qu'ils conçoivent comme étant la détente. Ce n'est pas à nous de le leur permettre. Il faut parler avec eux de façon à éviter une guerre nucléaire. Et quand ils sont assis comme ça avec vous et qu'ils disent leur projet, est-ce qu'un président américain doit reconnaître qu'il est prêt ou qu'il serait prêt dans une situation de ce genre à utiliser la force? Est-ce qu'il faut montrer la force? Il est une chose qui ne sert de rien lorsqu'on parle avec les leaders soviétiques. Voyez-vous, ils sont maîtres du bluff. Khrouchtchev surtout est un bluffeur maître. Et Brejnev? Et en conséquence, Brejnev, non, pas Brejnev. Pas autant. Enfin, un peu moins, disons. Il était beaucoup moins civil, très rude, très énergique, pas aussi rapide, pas aussi vif que Khrouchtchev, mais aussi intelligent que Khrouchtchev. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. On ne s'assied pas à une table avec les leaders soviétiques et on ne leur dit pas
si vous faites ceci ou telle autre chose, moi je vais réagir par l'armement nucléaire ou par une guerre nucléaire. Mais toujours, ils devront savoir, d'après votre comportement, que s'ils vont trop loin dans telle ou telle direction, cela sera préjudiciable à leurs intérêts. Et si c'est préjudiciable à nos intérêts, nous réagirons. Président, je voudrais qu'on revienne un peu quelques instants en arrière sur le problème de l'Iran. Si vous aviez été ou si vous étiez aujourd'hui président des États-Unis, auriez-vous décidé une action militaire pour libérer les otages à Téhéran? Et je complète, est-ce qu'aujourd'hui, le président Carter peut prendre une décision de ce genre en Iran? Est-ce que c'est encore possible? Le moment auquel il fallait prendre des mesures militaires et le moment où il fallait ne pas les exclure, ces mesures militaires, c'était tout au début de la crise. Nous avons raté cette occasion. Je n'aurais pas exclu l'usage de la force. Je n'aurais pas exclu l'usage de la force au départ. Et sur le plan diplomatique, il y aurait eu probablement de très puissantes, de très vigoureuses protestations diplomatiques. Eh bien, j'en aurais pris mon parti, mais je serais intervenu. Vous nous avez dit tout à l'heure que pour vous, c'était Reagan qui allait être probablement élu président des États-Unis. C'est peut-être un pronostic, je ne sais pas si c'est un choix. Vous allez peut-être nous le dire. Quant à l'avenir, pour cette campagne, si M. Carter gagne, il a de bonnes chances de gagner, après tout. Vous savez, ce n'est pas tellement un pronostic que je présente là, mais un avis personnel. En tout cas, pas une certitude. Mais pour ce qui est de M. Carter, quel que soit le résultat de l'élection, s'il gagne, il faudra que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus sûr de lui-même, qui soit capable de manifester son leadership, de façon à ce qu'il y ait moins d'ambiguïté. Un mot encore sur l'Iran pour vous dire que la mère du plus jeune des otages de l'ambassade américaine a finalement été autorisée à rencontrer aujourd'hui son fils, le sergent Kevin Hermening. Les étudiants islamiques avaient dit oui, sont venus la chercher à l'aube dans sa chambre d'hôtel, lui ont fait visiter le cimetière où reposent les martyrs de la Révolution et lui ont fait rencontrer donc tout à l'heure son fils, dont l'ayatollah Khalkhali a même demandé la libération. Là encore, peut-être des images dans 4 à 5 minutes en provenance de Téhéran. Belgrade, il est prouvé qu'on pouvait aller encore plus loin dans le pessimisme des communiqués puisque le dernier des bulletins de santé dit maintenant tout simplement que la vie du président Tito est menacée. Son état général est particulièrement grave, disent les médecins. Bruxelles, le début des travaux du Conseil agricole des 9. Les ministres européens sont toujours profondément divisés sur le niveau des prix agricoles et sur la supertaxe laitière. Cuba maintenant. Le Costa Rica demande la reprise du pont aérien avec la Havane. Le gouvernement de San José a même fait savoir qu'il était prêt à accueillir autant de réfugiés que la situation le rendrait nécessaire. 2 navires venant de Floride se trouvent dans un port à 30 km à l'ouest de la Havane, mais on ignore encore le nombre de réfugiés que les autorités cubaines laisseront embarquer sur ces bâtiments. À Cuba, la population tout entière a été appelée à soutenir le symbole de la révolution, gravement altéré par l'affaire de l'ambassade du Pérou. Et avant-hier, 1 million de Cubains ont défilé dans les rues de la Havane. Mais cette manifestation reflète-t-elle réellement le sentiment populaire? Un reportage de Bernard Rapp et Bernard Pucesseau. Près d'1 million de manifestants, c'est la moitié de la Havane, le 10e de la population de Cuba qui est ainsi venu défiler à l'appel des organisations de masse. C'est clair, le gouvernement cubain veut montrer à travers cette manifestation que la population tout entière est derrière ses chefs. Et c'est vrai, ces derniers jours, les autorités cubaines ont réussi un tour de force. Ils sont parvenus à transformer les réfugiés de l'ambassade du Pérou, qui les gênent tant, en expulsés dont chacun à Cuba se réjouit du départ. C'est en tout cas ce que proclament ces pancartes, ce que crient ou ce que chantent la plupart de ces hommes ou de ces femmes. Dans des manifestations de ce type, on a l'impression qu'une partie très importante de la foule qui défile ici le fait volontairement. Elle rejette effectivement les 10 000 ou 11 000 réfugiés qui ont choisi de quitter ce pays. Cela dit, il y a dans cette foule des gens qui sont là, mais qui ne veulent pas y être, qui y sont venus, qui n'avaient pas le choix. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'un Cubain. C'est un haut fonctionnaire qui a préféré, pour des raisons évidentes, garder l'anonymat et qui prouve bien qu'il existe à l'heure actuelle, à Cuba, dans le système, une opposition qui a beaucoup de mal à se faire entendre. Mais alors pourquoi, si les gens sont tellement mécontents, pourquoi vont-ils en masse manifester contre les réfugiés, les injurier comme ils le font? Par peur. Pourquoi je dis par peur?
parce qu'ils ont obligé d'y aller. Si vous êtes dans votre métier, on vous dit, à travers le syndicat, à midi, on va sortir, on va manifester, et il faut qu'on soit là. Si tu n'y vas pas, tu te remarques simplement. Mais je me demande une chose, si demain, Fidel Castro ouvre le port de Camarioca pour que de petits ou de grands bateaux puissent sortir les familles qui veulent quitter le pays, on pourra constater parfaitement que la moitié de ces gens qui manifestent ne seront pas là. Et ces gens-là seront dans les ports de Camarioca. Mais demain, il y a une très grande manifestation. Toi, tu y vas. Oui, bien sûr, j'y vais. Pourquoi pas? Pourquoi? Oui, parce que je dois continuer à vivre à Cuba. Et si je vais continuer à vivre à Cuba, il faut que j'y aille. Et je vais dire des consignes, et je vais dire des gros mots, je vais dire des choses offensives contre ces Cubains. Mais pourquoi n'es-tu pas parti? Parce que je veux lutter ici dedans. Parce que je ne vois pas aucune sortie du problème de Cuba à Miami ou à Lima ou à Costa Rica. La solution de Cuba est à La Havane, est à Santiago de Cuba, est à Pinal del Rio, est à Cuba. La véritable solution. Vous êtes beaucoup à penser comme ça? Bien sûr que si. Ce n'est pas une élite intellectuelle? Mais quelle élite intellectuelle peut-on avoir à Cuba? Qu'est-ce que tu reproches à ce régime? Je reproche à ce régime la quantité de mensonges qu'ils nous ont dit, ou que ce régime nous a dit, au nom de la liberté, au nom du prolétariat, au nom du communisme. C'est ça que je reproche. Parce que il faut connaître, il faut vivre tous les jours à Cuba pour savoir combien d'absence, de manque de liberté il y a tous les jours. Et cela se traduit dans la presse, dans le métier, dans la maison, dans la rue. Mais alors si tout le monde est si... C'est-à-dire, par exemple, si moi je voudrais dire une vérité, il faut que cette vérité soit dite très bas. Parce que une vérité dite très bien haute, ça coûte de peine de prison. Voilà, dernière nouvelle en provenance de l'étranger, on vient de me l'apprendre, en Syrie, assassinat de Omar Awad, le membre dirigeant du Parti communiste, par des membres de la confrérie des Frères musulmans. La politique française, maintenant, Georges Marchais a annoncé cet après-midi que le Parti communiste allait organiser un grand débat politique à travers le pays. Des milliers de rencontres auront lieu dans les entreprises, les quartiers et les villages. Et à propos des différentes affaires, entre guillemets, Georges Marchais a ironisé sur les hommes politiques qui, dit-il, versent des larmes de crocodile sur la dégradation des mœurs politiques. Il explique pourquoi les communistes ne participeront pas à ces séances d'autoflagellation et à ce concert des lamentations. Nous l'écoutons. Il est devenu du dernier chic parisien, chez les politiciens, de proclamer bien haut son dégoût de la politique, en mettant tous les hommes politiques dans le même sac. On rend le plus fier service qui puisse être à l'un d'entre eux, au chef de file de la droite, qui peut ainsi apparaître comme étant au-dessus de la mêlée le président de la République. Voilà, derrière moi à l'instant les images qui nous arrivent de Téhéran, de Madame Barbara Hatim, dont je vous disais qu'elle avait rencontré son fils à l'ambassade américaine et qui, vous le voyez en ce moment, est en train de visiter le cimetière où reposent la plupart des martyrs de la Révolution. À Téhéran, donc, peu de temps après, elle rencontrait son fils, Madame Tim. Je pense que vous vous en souvenez, c'est cette femme qui était notre invitée il y a 10 jours à peu près, peu de temps avant de se rendre pour Téhéran et pouvoir finalement voir aujourd'hui son fils. Jean-Pierre Fourcade, le responsable des clubs Perspective et Réalité, s'est inquiété lui aussi, et là je reviens à ce que disait Georges Marchais, du fossé qui se creuse entre le milieu politique et les préoccupations fondamentales des Français. Après le rendez-vous manqué d'il y a quelques semaines, les élus bretons vont revenir à Paris après-demain pour rencontrer le chef de l'État. Au centre des conversations, le risque que fait toujours courir l'épave du Tagno. Les travaux de colmatage n'ont pu commencer à cause du mauvais temps, mais aussi les problèmes d'indemnisation et les mesures préventives à instaurer pour éviter que pareille catastrophe ne se produise. Face à l'épave, à environ 50 km de là, Roscoff, Philippe Gassot et Roland Tourte y ont rencontré des Bretons fatalistes et désabusés.
Pour ceux qui vivent la vie lente des agriculteurs bretons occupés à travailler la terre sablonneuse de leur petite parcelle exiguë, où seul le cheval peut encore manœuvrer, la marée noire du Tagno, dernière en date, est subie comme une fatalité. Même si l'agriculteur de l'île de Bas n'a pas souffert directement de la pollution, il est solidaire des autres, de ceux qui cette fois ont décidé que la marée noire se passerait sans eux et qui n'ont pas abandonné, même temporairement, leur métier pour venir à la rescousse. Ils sont restés à leurs affaires, comme lui, à ses pommes de terre. Est-ce que cette dernière marée noire a une influence chez les agriculteurs? Oh ben oui, au point de vue agriculture, non. Chou-fleur et pommes de terre, non. Mais pour nos algues que nous récoltons, pour engraisser le terrain. Les maires des communes des Côtes du Nord ont, dit-on, repris leurs activités dans le cadre du plan Polmar. Mais sur les grèves, comme on dit ici pour parler du bord de la mer, les seuls volontaires sont ceux désignés d'office, pour reprendre la plaisanterie d'un appelé. Ils sont près de 3000 à continuer la lutte. Seule touche civile, les tracteurs. On apprend rapidement qu'ils sont loués à prix d'or, car dans l'île, nous n'avons pas vu un seul civil prendre une pelle ou un seau, comme s'il n'avait plus rien à voir avec tout cela. Pourtant, il y a fort à faire. Par la magie des courants, des côtes comme celle de Roscoff sont complètement épargnées, d'autres par contre sont devenues des cloaques nauséabonds où de la pollution on ne voit pas la fin. Chaque clapotis, la moindre petite vague, amène son quota de pétrole sur ce qui s'appelle la grève blanche et qui a déjà été nettoyé. Aujourd'hui, il faut recommencer. Alors, vous pêchez moins qu'avant? Oh non, enfin, c'est-à-dire qu'on a des secteurs quoi, les secteurs sont... Nous les saisonniers quoi. Hein. Si vous pouviez voir le président de la République, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Ben, je lui demanderais de... Ah, je vois pas comment, demander comment, des indemnisations quoi. Hein. Entraînant des frais supplémentaires pour les pêcheurs, la marée noire touche surtout le secteur du tourisme. Ça me gêne par mon métier parce que je suis commerçant saisonnier. Je vends des articles de plage, souvenirs, articles marins. Évidemment, si la saison est foutue, c'est fini quoi. Il n'y a plus qu'à mettre la clé sur le paillasson. Eh bien, nous espérions que ça ne se renouvellerait pas. Et parce qu'on nous avait fait des promesses et que nous avions été assez naïfs pour y croire. Et la Moco-Cadiz avait été une telle catastrophe que on s'était imaginé que les pouvoirs publics feraient ce qu'il faut pour essayer de prendre des décisions et essayer que ça ne se renouvelle pas. Les barrages flottants sont toujours en place, bien que leur utilité soit des plus contestées. Ils rassurent ceux qui s'abritent derrière et qui, épargnés jusque-là, espèrent que le Tagno sera neutralisé et que les boudins de caoutchouc n'auront pas à servir. On ne se fait guère d'illusions pour plus tard, mais cette fois à nouveau, les élus locaux vont demander à être compris, aidés et peut-être rassurés. On aura du mal à rassurer la population. Ah ben nous on attend le prochain, parce que parti comme c'est maintenant, avec le transport qui passe au large, c'est presque une évidence qu'il va en arriver un autre, ça c'est certain. Voilà, ça se passe donc à Roscoff et juste en face, à l'île de Bas. Cela dit, sur les zones les plus touchées, c'est-à-dire à Perros-Guirec et à Trégastel, on travaille d'arrache-pied pour que la saison ne soit pas foutue, comme disait cet interlocuteur tout à l'heure. Je pense qu'on y arrivera. Et puis, la Bretagne est très grande et je crois que le plus grand mal à leur faire aux Bretons, serait de ne pas venir cet été en Bretagne. Depuis maintenant un mois, le métro parisien n'est plus nettoyé. Dans certaines stations, on assiste à la prolifération des rats, des souris et même des vers de terre. Les grévistes s'opposent à tout nettoyage effectué à la sauvette. Et d'une manière générale, les 900 balayeurs du métro, en très grande majorité des immigrés, semblent prêts à s'installer dans une grève très dure. Un reportage de Dominique Torres et Alain Saint. 29 jours de grève pour les nettoyeurs du métro. Après 3 semaines, les grévistes ont obtenu l'autorisation de se servir des douches et de la cantine du personnel de la RATP. Des locaux dont ils effectuent d'ailleurs le nettoyage. Les 14 employeurs qui sous-traitent à la RATP ont accepté de passer les nettoyeurs du métro de 2300 francs, moins que le SMIC, à 2600 francs par mois. Et pour l'instant, les grévistes vivent avec peu, très peu. Comment vivez-vous? Est-ce que c'est Comment vivez-vous? Voilà, parce qu'on part à la mairie. La mairie nous donnait 200 francs chaque semaine. 200 francs? 200 francs chaque semaine, c'est ça qu'on vit. Et vous vivez que sur ça? C'est ça, c'est tout.
Avec des familles parfois? Avec des familles, avec des... Ça va être très difficile, très dur? Très dur, très difficile. Vraiment, madame, on a marre maintenant. Après 29 jours de grève, nous avons entamé les négociations avec les patrons du nettoyage. Et actuellement, sur les 500 francs que demandent les travailleurs pour arriver à 2800 francs net par mois, les patrons n'ont accordé actuellement que 191 francs. Avec qui exactement négociez-vous? Concernant les conditions de travail et la garantie de l'emploi, nous avons négocié avec la direction de la RATP, ces problèmes la concernaient. Maintenant, sur les salaires, nous négocions avec les 14 patrons des entreprises du métro et en présence de la direction de la RATP. Selon vous, qui tire les ficelles dans cette lutte? Les patrons ont une part de responsabilité, mais la direction de la RATP doit tirer les ficelles par là. Aussi bien le personnel de la RATP que les usagers semblent en général favorables à la cause des grévistes. Mais au point de vue salaire, il n'y a pas de raison, ils ont juste raison, parce que vivre avec ce qu'ils vivent, c'est terriblement difficile. Hein. Donc faut quand même pas exagérer non plus. Hein. 2800 francs par mois, c'est pas la mer à boire de ce qu'ils demandent. Et c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? Ça devrait être augmenté. C'est ça, vous trouvez qu'ils ont raison? Ah oui, ils ont raison. Vous les soutenez alors? Bien sûr. C'est normal. Même si vous avez des inconvénients dans l'affaire. Des inconvénients? Dans où? Pour vous usagers du métro. Ben c'est normal, c'est obligé. Le métro va être augmenté, eux ils seront augmentés. C'est normal. Vous êtes au courant des revendications des nettoyeurs du métro? Ça vous a pas intéressé? Écoutez, j'ai pas le temps de m'intéresser à ça, j'arrive de province, je m'en vais au travail. Et si j'aurais pris le taxi. C'est très désagréable pour le public, évidemment, c'est agréable. Je me mets à leur place. À présent, le conflit se poursuit pour 200 francs de plus par mois. La RATP refuse de fléchir et les ouvriers tiennent bon. Ils soulignent que même avec les 2800 francs qu'ils réclament, ils seront encore payés moins, beaucoup moins que les éboueurs de la capitale, qui sont considérés, eux, comme des fonctionnaires à part entière. Une grève qui, je vous rappelle, a aussi pour but une augmentation des salaires, mais aussi à plus long terme une intégration de ces personnels par la RATP. Et puis le roi des Gitans est mort hier à Novara, dans le Piémont. Paolo Ernesto régnait sur près de 5000 sujets dispersés à travers toute l'Europe. La météo, eh bien aujourd'hui le temps est resté froid et variable. Généralement le ciel a été couvert et il a plu sur l'est, il a même neigé sur les Pyrénées. Demain, des averses seront encore observées des Ardennes et des Vosges aux Alpes. Ailleurs, des passages nuageux alterneront avec des éclaircies. Le soleil fera quelques belles apparitions près de l'Atlantique et sur la Méditerranée. Voilà, vous êtes de temps en temps assez nombreux à nous demander un rappel des titres de l'information d'aujourd'hui à la fin du journal. Le voici. La mort d'Omar Sanoun, footballeur au Girondins de Bordeaux et qui fut international de l'équipe de France. Les affrontements à l'université de Téhéran entre étudiants islamiques et forces de gauche. Certaines dépêches non confirmées parlent de 11 morts. Et puis pas de décision à Lausanne, à la réunion du CIO. Pas plus qu'à Luxembourg, à celle des ministres des Affaires étrangères qui doivent se réunir pour définir une position commune quant aux sanctions à appliquer face à l'Iran. Ils se réunissent à nouveau aussi bien à Lausanne qu'à Luxembourg demain. Dans quelques minutes, vous n'avez pas rendez-vous avec Question de temps, comme tous les lundis, mais avec une émission de Jacques Hertaut, qui vous relatera l'expédition française dans l'Himalaya, qui avait pour but l'ascension du K2. Et puis c'est Paul Amar qui vous présentera le dernier journal aux environs de 23h20. Demain, notre édition de 12h45 aura pour invité Jean Boissonnat. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Bonsoir à tous et à demain. Jean Boissonnat de l'Expansion, bien sûr. Thank you.